Donc en fait, pour récapituler, on va raisonner sur la presbytie. On ne va plus parler d'accommodation du cristallin. Qu'est-ce que la presbytie? On peut considérer que c'est une positivation des aberrations sphériques cristalliniennes et une perte de profondeur de champ. Donc avec le temps, vous allez avoir une diminution de la sphéricité négative du cristallin. C'est là qu'intervient la notion d'accommodation résiduelle qu'on peut utiliser après l'intervention, qui est à peu près de 1 dioptrie à 50 ans, pardon, de 2 dioptries à 50 ans et de 1 dioptrie à 60 ans. Sur un œil normal jeune, il y a un couplage entre les aberrations sphériques cornéennes et cristalliniennes pour les annuler et donner une excellente qualité de vision, acuité visuelle, sensibilité des contrastes, etc. Donc il faut savoir que les cornées, en général, dans 80% des cas, sont prolapes, comme on vous l'a dit, avec des aberrations sphériques en microns. Aberration sphérique, c'est une quantité, donc en général plus 0,23, qui sont compensées par les moins 0,25 du cristallin. Voilà pourquoi quand vous opérez quelqu'un de cataracte, on vous propose des implants asphériques qui ont une asphréricité négative qui compense l'asphréricité positive de la cornée. On peut donc considérer que dans la presbytie, la diminution de la qualité de vision est surtout due aux modifications cristalliniennes. Ce qui se passe donc dans l'accommodation, on peut la considérer comme l'induction d'un changement dynamique de direction des aberrations d'ordre supérieur, on va le voir tout à l'heure. Parce qu'il faut savoir que le cristallin, pendant l'accommodation, a entraîné une diminution des aberrations sphériques négatives, une augmentation, des aberrations sphériques négatives, ou une diminution des positives. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse asphéricité dont vous entendez parler? C'est le A privatif de sphérique. La cornée n'est pas une sphère, n'est pas sphérique, elle est plus courbe au centre et elle s'aplatit vers la périphérie. Comment vous pouvez quantifier cette asphréricité par plusieurs notions? L'excentricité, vous l'oubliez, c'est donc surtout le facteur Q dont vous avez entendu parler. Ce facteur Q, vous l'avez sur la topographie cornéenne. C'est là qu'il faut commencer à bien raisonner sur les examens dont nous disposons. C'est la topographie uniquement qui vous donne ce facteur Q, Orbscan, Pentacam. Les valeurs de Zernicke, vous pouvez les avoir aussi pour les aberrations cornéennes sur le Pentacam, mais c'est surtout sur l'abéromètre, le Zywave par exemple du Technolase ou comment s'appelle ça? L'OPD-scan de Nidec, ou avec l'Allegretto, il y a l'Oculizer, je crois. Marche pas très bien. Donc, Zernicke, c'est des formules statistiques mathématiques qui vous permettent de donner un peu des mathématiques pour la vision. Alors, le facteur Q, il peut prendre plusieurs valeurs, comme vous l'avez entendu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est souvent quand on vous parle d'hyperbole, de parabole ou d'ellipse, il faut bien voir que c'est un peu l'inverse, quoi. Vous voyez que l'hyperbole est en vert, elle est un peu verticale, la parabole se plie un peu et vous allez vers la sphère. En fait, c'est un peu l'inverse pour le facteur Q. Alors, pourquoi vous entendez souvent qu'on prend le facteur Q sur une zone de 30 degrés? C'est parce que c'est beaucoup plus simple, tous les topographes sont sur une zone de 30 degrés, et la zone de 30 degrés, c'est ici la moitié de 60, ce qui permet que pour un rayon de courbure, c'est 8, un rayon de courbure de 8, c'est une zone optique de 8, parce que le facteur Q n'est pas sur toute la cornée, et pour une zone optique une cornée de rayon de courbure 7, ça sera sur une zone optique de 7. Un rayon de courbure 9, un diamètre cornéen de 9. Voilà, c'était beaucoup plus simple, c'est pour ça que vous avez ça sur tous les topographes. Alors, le Pentacam vous donne des cartes réfractives, mais il vous donne aussi l'avantage de donner les aberrations cornéennes seules que ne vous donne pas l'Orbscan. L'Orbscan vous donne, le Pentacam, le Zywave, l'abéromètre de Technolase, vous donne les aberrations totales de l'œil. Il n'y a que le Pentacam qui vous donne les aberrations cornéennes seules. Et OPD-scan aussi, qui est un abéromètre doublé d'un, qui donne les deux. C'est deux machines en un. Donc, le facteur Q, vous l'avez sur le Pentacam ici. Donc ici, moins 0,84 sur un diamètre cornéen de 8 mm. Vous l'avez également en préopératoire ici sur l'Orbscan, marqué asphéricité, moins 0,14. En fait, c'est le facteur Q. Et ici, en post-opératoire, moins 0,95. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous faites un LASIK myopique? Vous voyez qu'ici, on peut considérer que cette cornée a été aplatie. Vous avez un facteur Q positif. Qu'est-ce qui se passe quand vous exagérez un peu cet aplatissement? Vous voyez une cornée normale ici qui est plus bombée au centre et plus aplatie en périphérie. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez ablaté, par exemple, une myopie de moins 10, par exemple, vous avez au moins ablaté tout ça? La cornée, en exagérant, ça n'arrive jamais, devient une sphère. Ici, vous voyez un cercle en coupe, c'est donc une sphère en volume. Et donc, vous avez une valeur Q qui est égale à 0. Qu'est-ce qui se passe? Vous considérez que l'œil myopique est en bleu et marron. Vous avez ici en reflet en noir l'œil normal, donc c'est un œil myope trop long. Qu'est-ce que vous avez voulu? Vous avez voulu que les rayons rouges convergent sur la macula en aplatissant la cornée. Seulement, vous n'avez pas touché les rayons périphériques, ils vont toujours se focaliser
en avant, puisqu'un œil myope, les rayons se focalisent en avant. Et vous avez donc ici une aberration de sphéricité, parce que la cornée est devenue sphérique, c'est ça l'aberration sphérique. Expliquer pourquoi elles peuvent être dans les deux sens, positive, négative. Et ce que vous voyez ici, cette distance, c'est ça un peu l'aberration sphérique. Et c'est pour ça qu'elle est exprimée en microns, puisque les aberromètres envoient un faisceau laser qui revient, et c'est en retard de phase qu'on mesure des microns. Vous aurez donc des 0,20, 0,30, 0,10. Tu es d'accord? C'est lumineux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous analysez maintenant les valeurs de Zernike, les RMS, qui sont les abréviations de root mean square, ces valeurs statistiques, peu importe, oubliez-le. Vous voyez par exemple sur ce patient myope qu'on a vu tout à l'heure, avec sur le PSF, l'image délétère des halos lumineux parce que vous avez fait une petite zone pour une myopie importante. Vous avez ici une aberration, vous voyez ici c'est marqué, aberration sphérique, positive, même si vous voyez marqué moins 41 parce que l'abéromètre de Technolas Zywave est inversé. Et donc, pour ce Q égale 0, vous avez une aberration sphérique positive en microns. Pourquoi je vous parle de cette aberration sphérique positive? Parce que c'est ça qu'on va utiliser en presbytie. Comment? En fait, rappelez-vous, quand on fait une hypermétropie de plus 4, on avait noté qu'il y avait des pseudo-accommodations cornéennes. Le patient voyait aussi de près alors qu'on avait fait que le traitement de loin, comme vous l'avez dit. Ensuite, Chaubard m'avait raconté qu'il avait fait une erreur de programmation. Et au lieu de programmer une zone optique de 6 avec transition 9 automatique, il avait programmé une zone de 3. Conclusion, prenons aussi un patient de plus 3. Vous lui faites ici un plus 3. Et après, sur une petite zone de 3 mm, vous lui faites un plus 1, par exemple. Et bien, ça vous donne une cornée en double Madeleine, multifocale, avec un facteur Q qui est négatif, donc on compris entre 0 et moins 1, et on retrouve un peu les hyperboles, paraboles, peu importe, retenez, hyperbole, hyperprolate. Donc voilà un peu le secret initial qu'on a fait pendant des années avec une vision de loin centrée. Les techniques de Ganassia avec vision décentrée ont été abandonnées parce que ça donnait trop d'aberrations. Et voilà donc comment ça a démarré. De près central. Oui, c'est ça. Mais on vérifiera. Alors, on peut donc considérer, je m'excuse, la vision de loin, c'était la technique de Telandro avec vision de loin centrale, qui marchait aussi, mais là, c'est vision de près centrale. Alors, on peut donc considérer maintenant que le traitement au laser de la presbytie, c'est une modulation de la sphéricité cornéenne par ce facteur Q. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à l'inverse du myope où vous avez aplati la cornée? Vous avez une double Madeleine sur la cornée. Alors, ça ne se passe pas comme ça. Les rayons, il n'y en a pas 3. Il y en a une infinité sur une partie spatiale. Mais on peut quand même analyser que ce patient, vous voyez qu'en noir, c'est l'œil normal. Et en bleu, vous avez l'œil hypermétrope. Donc, si cet œil hypermétrope, vous lui avez fait par exemple un traitement genre supracor ou facteur Q, vous avez un bombement central qui entraîne une focalisation des rayons sur la macula. Et vous avez une défocalisation des rayons périphériques ici en avant et en arrière. Et voilà ici, vous retrouvez votre aberration sphérique, mais qui n'est plus positive, puisqu'elle est ici, elle est négative. Et c'est ça qui augmente la profondeur de champ et qui permet la vision de près au presbyte opéré au laser. Alors, les abéromètres vous donnent les aberrations totales de l'œil. Et je m'excuse, mais il va bien falloir le faire. Il faut que vous sachiez que, apprendre juste degré 2, 3, 4, sur le degré 2, vous apprenez juste la sphère ici et l'astigmatisme. C'est ce qu'on fait en lunetterie. Il faut que vous appreniez les degrés 3, coma tréfoile, astigmatisme triangulaire, trèfle. Et l'aberration sphérique, retenez uniquement celle-là, ce qu'on appelle, tu appelais Z4, ou Z400, ou C12, ou C4. C4, sur le wavelet, le topalizer. Voilà. Alors, voilà ce qu'on veut obtenir. On veut obtenir des aberrations sphériques négatives. Donc vous voyez, c'est dans l'autre sens. Ici, 0,37 microns, oubliez les microns. Ce que vous voulez donc, c'est des aberrations sphériques négatives, mais pas trop. Sinon, vous allez entraîner des problèmes sur la qualité visuelle. N'oubliez pas également que quand vous traitez des aberrations, comme là on est dans le sujet de la presbytie, on n'est pas dans un traitement de sphère ou d'astigmatisme comme on fait chez des myopes standards ou des astigmates, vous voulez jouer avec cette aberration sphérique qui est ici. 4e position, 0, voilà pourquoi 400 ou C4, ou etc. Mais retenez également que ce que vous a dit le docteur Ancel, c'est que vous aviez, quand vous manipuliez le facteur Q, un shift hypermétropique. Pourquoi? Parce que vous avez des relations entre les aberrations de 4e degré et les aberrations de 2e degré, et les flèches vous montrent toutes les aberrations plus complexes. Comment tout ça a été trouvé? On va revenir sur un œil jeune normal qui accommode. Quels sont les facteurs de l'accommodation sur un œil normal jeune? C'est la défocalisation sur la rétine qui stimule l'accommodation.
Donc sphère-cylindre sont des stimulus de la réponse accommodative, mais également l'astigmatisme en formant une focale en avant, une focale en arrière de la rétine. Pourquoi c'est important? Parce qu'un petit astigmatisme triangulaire, un tréfoil, un trèfle, sur un traitement de presbytie au laser, c'est pas forcément mauvais. La coma, qui correspond à un petit décentrement avec l'image que vous voyez, n'est pas mauvais, mais quand c'est trop exagéré, là ça devient les problèmes d'image fantôme et de diplopie monoculaire. Le kératocone est l'exemple typique pathologique d'une coma exagérée. Et enfin, votre aberration sphérique, qui est ici, qui peut être positive ou négative. Nous voulons la négative pour le traitement de la presbytie, mais là aussi, si c'est trop exagéré, si vous avez fait un facteur Q moins 50, là, vous risquez d'avoir une altération de la qualité de vision, un type de halo et d'éblouissement, de halo nocturne. Enfin, une autre machine dont nous n'avons pas parlé, c'est l'OCAS, l'Optical Quality Analyzing System, qui est un aberomètre et qui permet d'analyser la pseudo-accommodation cornéenne. C'est le seul appareil qui nous permet de nous donner la valeur de l'accommodation ici supérieure à 3,50. C'est la seule machine qui vous donne la pseudo-accommodation simulée. Alors, j'ai fini pour la partie un peu physico-technique, qui était peut-être un peu rébarbative, mais il fallait passer par là, puisque l'intracorps a permis de déboucher sur le supracorps. Pourquoi? L'intracorps, c'est quoi? C'est faire 5 anneaux intrastromaux, donc sans ouvrir l'œil, pour obtenir un bombement central. Et je me rappelle très bien quand Ruiz est venu nous voir en 2010 ici, les anneaux étaient plus larges, la zone optique était plus large. Il a ensuite rétréci pour avoir une zone optique centrale de 1,2 mm. Et c'est à peu près ce qu'on va avoir sur le supracorps. On va voir comment ça fonctionne, le supracorps. En ce qui concerne l'intracorps, on le faisait un traitement uniquement où on fait sur l'œil dominé, qui entraîne une modification de la sphéricité, là aussi aberration sphérique négative, et donc augmentation de profondeur de champ et traitement de la presbytie. Il faut comprendre que dans l'intracorps, un peu à l'image des kératotomies radiaires où on affaiblissait la périphérie pour aplatir le centre, là, ces anneaux concentriques qui ressemblent un peu à la kératotomie hexagonale pour ceux qui connaissent des années 80, vous avez un bombement central avec une élévation du vertex cornéen. On voit très bien en topographie préopératoire et post-opératoire de kératométrie axiale, le bombement central très localisé. Et en différence en profil, par exemple ici, vous voyez 0, une coupe sur 0, pré et post-op, on voit très bien qu'il y a, par rapport au schéma, une avancée, une élévation du vertex cornéen. Alors, le supracorps, c'est quoi? Dérive un peu de là, c'est pour ça que les noms se ressemblent. Donc, à l'intérieur de l'ordinateur du laser, vous avez un algorithme qui vous donne un traitement bilatéral, théoriquement sans dominance oculaire. Ceci dit, on peut toujours le modifier par la cible, et le docteur Lombroso va vous en parler. C'est donc un système varifocal qui vous donne une vision de loin, de près et intermédiaire, avec une grande sécurité, parce que c'est du LASIK et vous pouvez faire des retouches faciles. Attention sur ces patients qu'on opère à partir de 45-50 ans, à l'œil sec. Voilà ici une image d'un supracorps hémétrope avec son aberration sphérique négative qui permet la vision de près. Donc le laser Technolase a un eye tracker 4 dimensions en X, Y, Z et cyclotorsion. Il permet de régler le centrage sur l'axe visuel, ce que ne permet pas, je crois, l'Allegretto, puisqu'il se repère sur le centre de la pupille. On peut le modifier, d'accord. L'eye tracker, c'est un neurotrack, donc il n'a pas de cyclotorsion. Voilà. Jusque aussi. Voilà, donc vous avez ici X, Y, Z et rotation. Et vous vous doutez bien qu'un centrage sur 1 mm, c'est très important. La pupillodépendance, tu en as parlé, et je rajoute l'angle kappa, surtout chez les hypermétropes, vous le savez, l'angle kappa c'est l'angle entre l'axe visuel et le centre de la pupille. Il faut faire très attention, et en général, moi je règle mon curseur du laser, le petit curseur rouge que vous déplacez avec des flèches, entre les deux, quand l'angle kappa dépasse 8 degrés. Alors maintenant, on va faire un petit peu de... Avant que Jean-Paul nous parle des résultats, on va voir un peu comment ça fonctionne. Voilà le profil, même si c'est vu de face, comment fonctionne à peu près le laser. En rouge, c'est quand le laser creuse, et en bleu, c'est quand il ne creuse pas. Donc, qu'est-ce qui se passe pour un supracorps à 0, correction 0? Vous avez sur une zone optique de 6 mm, donc c'est sur 6 mm que c'est à peu près le plus profond, 11 microns. Donc, 0 au centre, on n'ablate jamais au centre. Vous pouvez attaquer donc des cornées à 500 microns, 495, 505.
Des cornées au-dessous de 480, il faut faire autre chose ou réfléchir. Et voilà à peu près le profil sur la cornée que l'on obtient quand on fait un supracorps à 0, qu'on aura choisi sur un patient qui a une hypermétrope de plus 0,50 et qui ne porte pas forcément sa correction de loin, ou même un patient à plus 1 qui ne porte pas forcément sa correction de loin. Donc on peut considérer que l'ablation maximum de 11 microns est ici, et c'est par l'effet de repositionnement du capot qui fait un espèce de nappage, qui vous donne ensuite ce petit étang central, qui fait en analysant l'élévation, Lorscan est un topographe, outre kératométrique, disent de Placido, c'est un topographe d'élévation qui vous permet d'apprécier de combien la cornée s'est élevée. Et bien ici, on peut croire qu'elle s'est élevée de 4 microns. Mais est-ce que la cornée s'est vraiment élevée comme dans un intracorps, transformée en dioptrie quand on prend les disques de Placido en analyse tangentielle? On voit ici qu'il y a deux dioptries 50 d'addition centrale. Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous utilisez le MILD, puisque Jean-Paul va vous parler du régular du MILD? C'est la seule programmation pseudo-intelligente qu'on peut faire sur ce laser, parce que je crois qu'il y a pas mal de lasers où on vous donne une boîte noire et vous ne savez pas trop ce que vous faites. Je pense au Presbymax sur le Schwind, je pense peut-être au LBV, je ne sais pas si on peut régler beaucoup de choses. Ici, ils nous ont mis à notre disposition le régular et le MILD. Alors, qu'est-ce que c'est que le MILD? On va regarder ce qui se passe dans le profil. Pour un MILD à 0, vous avez une ablation de 7 microns. Ici, donc on peut considérer que le profil c'est ça. Vous reposez votre capot et vous avez une moindre élévation. On propose de faire le MILD sur l'œil dominant et un régular sur l'œil dominé. Donc une mini microvision. Maintenant, on va comparer un peu un supracorps à plus 1, puisque quand vous traitez un hypermétrope à plus 1,50, vous pouvez le programmer à plus 1, celui-ci porte ses lunettes de loin. Vous programmez un supracorps à plus 1 en régular, par exemple, sur un œil dominé. Vous voyez ici la correction plus 1, la taille du traitement qui fait à peu près 10 mm, et l'ablation centrale de microns, bon vous l'oubliez, 35 microns. On va le comparer avec un traitement asphérique, c'est-à-dire sans supracorps, juste un plus 1 en hypermétropie. On voit que vous avez uniquement 25 microns. On était tout à l'heure à 35 microns. Là, c'est 10 microns de moins. Seulement, quand on regarde le supracorps à 0, on voit que c'est une 11 microns, donc ça correspond à peu près. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Ils nous ont donné un supracorps à 0 avec ce que vous avez vu en 1000 régular 7 ou 11 microns. Et ensuite, vous pouvez programmer plus 1, plus 1,50, plus 2. Il vous fera l'hypermétropie d'abord avec son spot de 2 mm, puis ensuite le supracorps avec un spot de 1 mm, avec l'eye tracker, un peu avec cette image. Vous voyez ici le plus 1 avec un spot de 2 mm, puis ici un spot de 1 mm pour faire le téton central. Et on peut imaginer que le profil de la cornée est comme ceci, une fois qu'on aura reposé. Par contre, contrairement à l'intracorps, vous n'avez pas d'élévation du vertex, il n'a pas bougé de place. C'est parce que vous avez creusé autour qu'on a l'impression que c'est monté. Mais il n'y a pas d'avancée. On peut considérer que dans un traitement myopique, vous ablatez, donc la cornée recule, s'aplatit. Là, c'est un faux bombement, c'est un bombement indirect parce que vous avez creusé autour. Alors, j'ai tiré sur des plaques photographiques en MILD et en régular, parce que j'ai pensé que le diamètre pouvait être différent, bien que j'avais quand même lu le profil. Et en fait, c'est exactement la même chose, et on peut considérer réellement que dans le régular, on a 11 microns de creux ici, et dans le MILD, 7 microns, puisque tout à l'heure, on va vous en parler. Le traitement de l'hémétrope, le voici, c'est uniquement, je le repasse, c'est uniquement ceci. Donc, on creuse, c'est un espèce d'îlot central sur un traitement myopique. Pour ceux qui ont démarré avec les premiers lasers, qui donnaient de la fumée et qui empêchaient le laser d'agir au centre, on avait des îlots centraux quand on traitait des myopies fortes. On peut considérer que ce traitement supracorps est un îlot central contrôlé de petite taille. Voilà ce qui se passe quand on tire sur une plaque photographique, pour que vous voyez un peu ce que fait le laser. Et pendant votre traitement, il faut bien faire attention à ce que le stroma soit bien sec. C'est un traitement qui est très rapide, qui dure 10 secondes. Et donc, il faut à tout prix que chaque spot tire bien sur le stroma pour que vous ayez ce genre d'ablation. Alors, vous voyez marqué surfacor, pourquoi? Parce que le laboratoire n'a pas le droit de vous le dire, mais vous pouvez en PKR, pour des cornées à 480 par exemple, jusqu'à 470, en dessous ça devient peut-être pathologique après avoir éliminé un kératocone, vous pouvez programmer en PKR, sur un œil, ou sur les deux, avec une lentille de contact, un surfacor, c'est un nouveau nom, n'est-ce pas, qui vous donne à peu près le même profil. Est-ce que l'épithélium va gommer ceci? Les zones de transition étant vraiment très larges, partant du centre jusqu'à 9 mm, il n'y a pas de régression. Voilà l'aspect du spot, on le voit pas trop quand on opère, sous le microscope ni sur une télé.
On le voit quand on met une caméra sur le côté pour voir ce que font les spots. Voilà ici un surfacor, il n'y a pas de capot, l'épithélium a été enlevé. Et vous voyez ici les spots de 2 mm qui ont fait la correction. Et là, le spot de 1 mm qui vous fait le supracor central. Vous mettez une lentille, au bout de 4 jours, vous l'enlevez. Et au bout de 8 jours, on a une bonne vision de près. Ça, c'est à retenir, le surfacor en PKR. Pour terminer, vous pouvez aussi reprendre vos patients myopes que vous avez opérés il y a quelques années en LASIK. Après avoir fait un OCT pour apprécier le mur résiduel postérieur, vous pouvez ressoulever le capot. On ressoulève toujours un capot. Je ne redécoupe jamais, même après 10 ans, 15 ans, vous pouvez ressoulever un capot dans tous les cas. Voilà ici le traitement supracor à 0. Il vaut mieux que le patient soit un peu à plus 0,50 pour éviter de lui créer une myopie post-opératoire trop longue. Voilà donc le profil et reposition du capot. Et enfin, je terminerai sur le fait qu'il faut penser à l'adaptation neuronale. Voilà, je vous remercie. Julien ?